train. Madame la ministre, dans 6 semaines, les nouvelles règles de l'assurance chômage se mettront en œuvre et concerneront les habitants de ce pays. 6 semaines avant, nous ne connaissons rien des nouvelles règles que vous voulez proposer. En novembre dernier, syndicats et patronat, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, avaient trouvé un accord sur les nouvelles règles. Le gouvernement a refusé d'agréer cet accord au motif qu'il était incomplet sur la question des seniors. Depuis l'entrée en fonction de M. Attal, beaucoup d'annonces ont été faites sur la question du travail. J'ai entendu désmicardisation, mais rien ne s'est passé. Il paraît que vous voulez maintenant taxer le rachat d'actions, mais rien ne se passe. Par contre, sur la question de l'assurance chômage, vous avancez, nous dit-on, à grands pas et les pistes sont nombreuses. Madame la ministre, à 6 semaines de la mise en œuvre de cette réforme, auriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir éclairer la représentation nationale sur les fondements de cette réforme pour que nous soyons enfin au fait des choix que vous allez faire pour le pays? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Benjamin Sainte-Huile, vous parlez, monsieur le député, de 6 semaines. Moi, je vous réponds 8 mois. 8 mois, c'est le délai qui s'est écoulé entre le début de la discussion sur l'assurance chômage et la fin de la discussion qui n'a pas été conclusive, vous le savez très bien, puisque ça s'est passé le 8 avril dernier et que les partenaires sociaux ont fait part de leur incapacité à trouver un accord. À partir de là, nous étions le 8 avril, nous sommes aujourd'hui le 21 mai. La question qui se pose depuis, c'est effectivement la responsabilité du gouvernement qui consiste à mettre en place une réforme pour qu'au 1er juillet prochain, c'est-à-dire dans 6 semaines, et je partage effectivement le décompte calendaire, être en capacité de pouvoir verser les allocations aux bénéficiaires. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de travailler avec les partenaires sociaux. C'est la raison pour laquelle nous faisons un nouveau tour de consultation avec eux pour préparer cette réforme de l'assurance chômage que Monsieur le Premier ministre avait effectivement évoquée. Vous le savez, elle se fera par un décret. C'est juste la loi. Il y a eu un décret de jointure. Il y a maintenant une nécessité d'avoir un décret pour sortir les différents éléments. Vous comprendrez que ce qu'il y a dans le décret sera d'abord présenté aux partenaires sociaux. C'est l'objet des discussions que nous avons actuellement. Oui, nous allons parler des seniors. Oui, nous allons parler effectivement des durées d'affiliation parce que le sujet qui nous concerne, c'est effectivement de ramener l'ensemble de celles et ceux qui le peuvent vers l'emploi en associant à la fois la formation, c'est le meilleur des moyens pour les ramener vers l'emploi, l'accompagnement pour celles et ceux qui ont perdu leur emploi, mais le maintien de leur employabilité, c'est comme cela que nous pouvons les aider à retrouver un emploi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, avec beaucoup de respect, vous nous mentez. Vous aviez prévu un point presse vendredi dernier pour annoncer les mesures sur la réforme de l'assurance chômage. Vous verrez la CGT à la mi-juin pour une mise en œuvre au 1er juillet. Si ça c'est le dialogue social, permettez-moi de vous dire que c'est une blague. Nous considérons que passer par décret, marcher sur les corps intermédiaires, ne pas permettre le dialogue social, c'est la certitude d'avoir des tensions partout dans le pays. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe Lyot, nous avons fait une proposition de loi pour revenir sur cette réalité du décret, parce que rien dans ce que vous allez proposer n'est construit sur un argumentaire solide. Pas une étude d'impact, rien ne démontre que c'est en fouettant les plus fragiles et les plus précaires que vous atteindrez le sacro-saint plein emploi. C'est un mirage et c'est finalement une réforme strictement et simplement, tristement budgétaire. Je vous remercie, monsieur le député. Madame la ministre. Alors, monsieur le député, les mots ont un sens. Je mens d'autant moins mon agenda est public que pas plus tard que demain, j'ai rendez-vous avec 3 partenaires sociaux. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres votre projet « Nous avons besoin d'Europe » avec en couverture Valérie Hayé et Emmanuel Macron. Merci. Sur 16 pages, bien des délices sont promis à notre pays et même à notre continent tout entier. Vous vous engagez notamment pour, je cite, « une écologie à l'européenne faite de croissance, de production et d'innovation, avec la promesse, je vous cite toujours, d'un doublement de la part du fret ferroviaire ». Décidément, vous osez tout et c'est à cela qu'on vous reconnaît. Car que faites-vous? Que faites-vous pour de vrai avec l'Union européenne? Vous cassez le fret ferroviaire en France, vous le détruisez, vous l'écrasez. Reprenons le dossier. L'an dernier, concurrence oblige, la Commission a lancé une enquête sur l'entreprise Fret SNCF. Il n'y avait pas de deadline, pas de délai. Vous aviez des mois, voire des années pour négocier, de quoi jouer la montre, plaider, contester.
À la place, vous êtes précipité à Bruxelles. Vous y avez signé aussitôt votre reddition, la liquidation de Fret SNCF au 31 décembre 2024. Ce seront chaque année 300 000 à 500 000 camions en plus sur les routes. Ce seront 200 000 à 400 000 tonnes de CO2 émis. Ce seront 500 cheminots sans boulot. Il est vrai que nous ne sommes plus à ça près. En 20 ans, Fret SNCF a perdu 2/3 de ses effectifs. C'est un naufrage. La SNCF devrait être notre outil pour mettre les marchandises sur les rails, pour baisser nos émissions, pour diminuer la pollution. Cet outil, nous devrions le muscler, le soutenir, le renforcer, mais cet outil, vous le broyez entre vos mains, tandis que vos bouches promettent en vain. Aussi, on ne vous demande pas la grande révolution écologique, on n'attend plus grand-chose, mais au moins, nous exigeons un moratoire sur la liquidation de Fret SNCF. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrice Vergrit, ministre en charge des Transports. La présidente, monsieur le député Ruffin, vous le savez très bien, Fret SNCF est l'objet d'une enquête par la Commission européenne pour 5 milliards d'euros d'aide d'État. Devant la quasi-certitude d'une décision négative, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de tout faire pour essayer d'éviter le scénario du pire. Éviter le scénario du pire. La solution qui a été travaillée par le gouvernement, et notamment par mon prédécesseur, Clément Beaune, c'est effectivement d'essayer de respecter 3 lignes rouges sur lesquelles je pense on peut se retrouver. L'absence de licenciement, l'absence de privatisation et l'absence de report modal. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons publié vendredi dernier, pas moins que vendredi dernier, un nouvel manifestation d'intérêt pour garantir la poursuite du train des primeurs entre Perpignan et Rungis, où seront construits 2 terminaux de transport combinés. Et monsieur le député, Fret SNCF ne se résume pas au fret ferroviaire en France. Et cette majorité, ce gouvernement engage beaucoup de moyens pour le fret ferroviaire aujourd'hui. C'est d'abord une augmentation de 178 millions d'euros pour les aides à l'exploitation. Et ensuite, un plan pour l'investissement de 4 milliards d'euros qui seront investis d'ici 2032 pour les infrastructures spécifiques au fret ferroviaire. Ce n'est ni plus ni moins que ce que demandait la filière. Alors, monsieur le député, je peux vous rassurer, ce gouvernement est mobilisé pour le développement du fret ferroviaire. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, on est très loin d'être rassurés quand, ces dernières années, c'est plus de 1000 km de lignes de fret ferroviaire qui ont été fermées dans notre pays. Je vous remercie. Vous avez un peu de temps, monsieur le ministre, si vous souhaitez répondre. Vous direz ça à tous les gouvernements qui nous ont précédés. Par nous, au moins, on investit massivement. Merci Madame la Présidente Yoran. Ma question s'adressait initialement à Monsieur le Premier ministre. La situation actuelle en Kanaky est plus que catastrophique. Kanaky est grandement déstabilisé par votre projet mortifère de dégeler le corps électoral restreint, engendrant une succession d'actions révélant ainsi le désaccord profond du peuple kanak avec votre politique. Des actions ayant conduit jusqu'à la mort de 6 personnes. Je souhaiterais d'ailleurs en liminaire transmettre mes sincères condoléances à l'ensemble des familles kanak et non kanak ayant perdu un proche. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Par ailleurs, je vous rappelle aujourd'hui que les 4 présidents de régions d'outre-mer soutiennent le territoire de Kanaky et sont unanimement favorables au retrait de votre texte. Il faut maîtriser l'histoire longue des peuples océaniens pour comprendre la colère qui gronde en Kanaky. C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer lors de la réunion de crise à Matignon le vendredi 17 mai, où j'ai particulièrement insisté sur le fait que le peuple océanien attachait beaucoup d'importance à la confiance et à l'authenticité des relations humaines. Or, la posture qu'adopte le gouvernement actuel rompt tout dialogue avec le peuple. Nous sommes, à ce jour, face à des personnes qui ne se comprennent plus et qui ne comprennent pas. Pour rappel, le mouvement indépendantiste kanak et tahitien s'en est en même temps et partagent le même combat, celui de l'indépendance de nos peuples. Dès lors, il me paraissait adéquat et approprié d'intégrer des leaders indépendantistes polynésiens dans votre prochaine mission de dialogue en qualité de médiateur pour la paix.
Toutefois, vous êtes resté évasif sur le sujet. Je réitère donc ma question. Comptez-vous intégrer M. Moïse Broderson, président de la Polynésie française, à la mission de dialogue qui se rendra prochainement au Kanaki? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Chailloux, je voudrais évidemment, au nom du ministre de l'Intérieur, au nom de tout le gouvernement, vous dire à quel point nous ressentons une envie de communiquer toutes ces pensées chaleureuses qui nous animent face aux 7 victimes, dont 2 gendarmes, que ces émeutes auxquelles elles ont donné lieu. Vous dire que nous adressons aussi notre soutien aux 86 policiers et gendarmes qui ont été blessés et dont nous tenons à souligner le courage, ainsi que le courage de toutes leurs familles. Ensuite, vous dire qu'en réaction à cette crise que subit le territoire calédonien, le président de la République a pris la décision la semaine dernière de décréter l'état d'urgence, vous le savez, afin que l'ordre revienne dans les plus brefs délais. Oui, vous avez raison, la situation est grave. L'état d'urgence nous a permis et nous permet encore pour quelques jours l'envoi de renforts et la mise en place de moyens exceptionnels. C'est près de 3000 forces de l'ordre qui interviennent actuellement sur le territoire, en plus des forces de sécurité intérieure existantes. Des centaines de policiers et de gendarmes continuent à arriver sur l'île grâce aux moyens militaires mis en œuvre. Je vais y venir, cher monsieur le Président. Déjà, plus de 320 interpellations ont été effectuées depuis le début de la crise. Grâce au pouvoir d'assignation à résidence que prévoit l'état d'urgence, plusieurs dizaines de leaders violents ont été maîtrisés et plusieurs perquisitions administratives ont été effectuées. L'opération de dégagement de la grande route lancée ce week-end a permis la levée de 67 barrages grâce aux forces de l'ordre supplémentaires arrivées ce week-end, dont de nombreux militaires du GIGN, Givien et de policiers. Dans ce contexte, le gouvernement salue la parole des responsables politiques locaux qui ont appelé au retour de la paix civile et notamment celle du président de la Polynésie, Moïse Broderson. Le débat institutionnel que vous appelez de vos vœux sur l'avenir du territoire va être mené et sera installé dans le cadre d'une mission que le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont en train de conduire. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Claudia Rouault pour le groupe socialiste.